Ah ouais, surtout pas. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bienvenue. Bienvenue à ce Grand Prix Stratégie, le 8e Grand Prix Stratégie de l'innovation média. Bienvenue dans la salle, je vous laisse toutes et tous vous asseoir. On va bientôt commencer. Je m'appelle Salomé Lagrelle et j'ai le plaisir d'être votre maîtresse de cérémonie aujourd'hui. Et on est ravis de vous accueillir au nom de toute l'équipe de Stratégie. Pour commenter la remise de prix, je vous invite à utiliser le hashtag GPStrat et puis plus largement à utiliser les différents réseaux sociaux qui se présentent sur l'écran pour suivre toute l'actualité de Stratégie et absolument ne rien manquer, que ce soit sur Instagram ou encore sur LinkedIn. Pour ouvrir cette cérémonie, je vais appeler à mes côtés Gilles Vibaud, directeur de la rédaction de Stratégie. On peut l'applaudir. Avec un micro, c'est mieux. C'est mieux. Merci Salomé, bonjour à tous. Au nom des équipes de Stratégie, je suis ravi de vous accueillir ce matin, puis de vous parler un peu de l'actu de Stratégie. Alors, l'innovation côté stratégie, c'est d'abord un cahier JO qu'on a lancé depuis le mois de janvier, Paris 2024, et qui décrypte l'engagement des marques, des agences et des médias sur les JO. Et donc ce cahier vous accompagnera jusqu'au JO, jusqu'au mois de juillet et même en septembre pour les Paralympiques. On fera aussi un numéro spécial JO, le dernier numéro de la saison en juillet, qui restera tout l'été en kiosque. Donc c'est ça. Et puis également le pendant en vidéo, puisqu'on a un format vidéo réalisé par notre GRI Ambrine Ziani qui suit aussi l'actualité des JO. C'est aussi, côté stratégie, une arrivée sur TikTok, puisque depuis quelques semaines, on est aussi sur TikTok. On expérimente à notre petite échelle aussi le format et les formats sur TikTok. C'est un cahier mensuel sur la transition écologique qui existe depuis maintenant plus de 2 ans, qui revient là aussi, un décryptage mensuel de la transition écologique. C'est l'arrivée prochaine de notre appli qu'on attend ardemment et qui va arriver effectivement dans quelques semaines, l'appli stratégie pour les abonnés. Et puis, c'est aussi la possibilité pour nos abonnés d'être au niveau en termes de qualité. On peut désormais leur proposer un abonnement par IP. C'est tout simplement et tout bêtement la possibilité pour les entreprises d'abonner tous leurs salariés avec un seul compte, une seule IP. Voilà, on peut le faire technologiquement maintenant. Donc ça correspond nous aussi à nos abonnés qui sont majoritairement des entreprises, des agences, des médias, etc. Désormais, il y a la possibilité de prendre ce type d'abonnement pour toute une entreprise, tout un immeuble. On va aussi continuer d'innover dans nos événements, puisqu'en septembre, on se retrouve avec notre traditionnel maintenant festival qui a 4 ans et qui sera placé cette année encore sur le thème de l'IA. On parlera d'IA, alors pas mal sous l'angle de la formation, parce qu'on se rend compte que c'est un sujet qui vous intéresse tous, les médias bien sûr, mais les agences et les marques aussi. Comment l'IA transforme vos métiers et comment on s'embarque nous-mêmes tous dans cette révolution de l'IA. Donc ça, c'est en septembre qu'on abordera et qu'on traitera ce sujet avec des ateliers, avec aussi des conférences pour embarquer sur le sujet de l'IA. Mais pour innover, il faut aussi avoir de bonnes bases. Donc stratégie n'a pas changé. Donc c'est toujours une douzaine de journalistes, une vingtaine de cartes de presse. Et c'est aussi ça qui, finalement, l'idée de placer la qualité au cœur du média qui fait qu'on est encore là 53 ans plus tard. Donc ça n'a pas changé. Et on va continuer d'innover en préservant cette qualité-là. Voilà, je vous laisse regarder cette cérémonie. Et puis Salomé, je te laisse la parole. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Gilles. Je vous laisse rejoindre la salle. Et tout de suite, j'invite Isabelle Trévilly, directrice pôle média et digital de l'IFOP, et Amaury Drochegonde, rédacteur en chef adjoint média et management à stratégie, à venir me rejoindre sur scène. Bonjour. Bonjour. Alors, vous allez nous présenter les résultats de l'étude Media Trends 2024. Qu'est-il ressorti de cette étude? Je vous laisse la parole. À tout à l'heure. Merci. Alors, on va vous présenter effectivement, comme chaque année, le Media Trends 2024, qui est donc une étude, je crois qu'on en est à la 7e édition, Isabelle, donc, qui porte auprès de 158 professionnels des régies, des médias. Alors, je vais voir si c'est bien ça. Voilà. 158 professionnels des médias, des régies publicitaires, des agences et des annonceurs. Le terrain, c'est du 11 avril au 3 mai.
Et nous avons, comme chaque année, posé des questions sur l'ensemble des médias, mais également des questions sur l'actualité, comment est perçu auprès des professionnels le traitement de l'actualité. Donc on va regarder tout ça. Donc on commence par le bilan de l'année, Isabelle, bilan de l'année 2023 pour les médias. Alors qu'est-ce que vous décryptez dans ces sourires ou demi-sourires? Alors effectivement, bonjour à toutes et à tous. On a commencé le questionnaire, les questions qu'on leur a posées, par de regarder dans le rétroviseur un petit peu et de nous dire quelle était leur perception de l'année 2023 pour les médias. Comme vous pouvez le voir, le sourire est présent pour 90% d'entre eux, mais il est quand même empreint d'inquiétude, pour la moitié. On était un petit peu, à peu près sur les mêmes niveaux sur l'édition précédente. En tout cas, ce qui nous paraît important effectivement de noter, c'est effectivement cette part quand même relative d'inquiétude, malgré le sourire, qui témoigne sans doute effectivement d'inquiétude relative à différentes problématiques, crise économique, tensions géopolitiques, enjeux relatifs à l'IA. On y reviendra en fin de présentation. Et puis problématique sur l'avenir des médias eux-mêmes. Absolument. Très bien. Alors on passe à la question suivante. De manière générale, où peut-on trouver les informations de la meilleure qualité? Donc là, c'est une question sur la crédibilité de l'information. Et c'est la presse quotidienne qui ressort au premier rang. Qui ressort très largement. J'insiste sur un point, on leur donnait la possibilité de ne donner qu'une seule réponse pour essayer de forcer le trait. Et effectivement, comme tu le dis Amaury, la presse s'en sort très largement et particulièrement saluée par les professionnels. On peut penser que c'est vraiment le média de l'écrit, du temps long, de l'approfondissement qui est ici pointé et mis en valeur. Et les réseaux sociaux, je vous prie de noter la performance de 1%, ce qui n'est quand même pas grand-chose. Suivant, les médias ont-ils correctement traité différents sujets d'actualité? Alors effectivement, il y a 4 thèmes d'actualité auxquels les professionnels ont été soumis, enfin la question leur a été soumise. Et effectivement, il y a un relatif satisfecit sur les tensions géopolitiques dont vous parliez, notamment le conflit au Proche-Orient et le contexte politique avec la nomination du nouveau gouvernement. On voit que c'est un total de 60% de oui, 60% de oui également sur le contexte économique en général, la façon dont les médias en ont parlé. Qu'est-ce que vous déduisez de cela, Isabelle? Je pense qu'on peut en déduire que la perception est bonne. 60%, c'est effectivement d'un bon niveau. Ce sont des sujets par définition assez polarisants, donc qui peuvent cristalliser des critiques. On le voit, donc certes, vous voyez la première petite barre rose foncé, c'est le pourcentage de tout à fait d'accord. Donc certes, il témoigne pas non plus d'une très forte adhésion. En revanche, ce qui est intéressant de noter en regard, c'est le faible niveau des pas du tout d'accord, où en fait on constate quand même qu'il n'y a aucun rejet sur le traitement médiatique qui a été fait de ces sujets-là. Donc un rejet massif, en tout cas chez les professionnels. Tout à fait. Et donc, pour ce qui concerne le dérèglement climatique, je l'ai isolé parce que ces 48%, ça peut sembler plus faible que les autres thèmes, mais en réalité, c'est une progression assez importante. C'est ça. Alors, c'est un point positif à noter, une évolution que l'on note dans l'édition de cette année, où on a gagné 9 points de perception sur la qualité du traitement éditorial du dérèglement climatique par les médias. Donc ça, c'est une évolution, un dynamisme qui est remarquable. C'était 39% l'année dernière. 39% l'année dernière, donc on arrive à 48%. Donc certes, on n'a pas encore franchi la barre du 50%, donc il y a encore matière à progresser. On sent que les attentes sont encore fortes. Très bien. Alors maintenant, on passe. Quels sont les médias ayant le plus innové cette année? C'est une question traditionnelle. Est-ce qu'il y a des changements par rapport à l'année dernière? Non, pas de changement particulier dans le classement. Le classement est conforme à celui qu'on avait obtenu l'année dernière, avec, comme vous pouvez le voir, une perception d'innovation particulièrement, en tout cas plus élevée pour les médias pure players, l'affichage, dont on se dit qu'il est sans doute porté par le dynamisme du DOH, et pour également les chaînes télé généralistes,
qui, elles, ont particulièrement innové, donc notamment dans les offres, dans les contenus, sur le plan éditorial, mais aussi et surtout dans la façon dont elles distribuent leur contenu et dont elles s'adressent à leur cible aujourd'hui, avec les stratégies de plateformisation qu'elles ont engagées. Les fameux France.tv, TF1+, M6+, etc. Mais on y reviendra. Les médias ont-ils innové pour adapter leurs pratiques aux problèmes du dérèglement climatique et à la transition écologique? On revient un petit peu sur la question du dérèglement climatique. Il y a donc là encore un média qui ressort un peu plus que les autres, c'est la presse. Tout à fait. C'était déjà un classement qu'on avait observé l'an dernier, donc avec une bonne position de la presse, où on peut penser que toutes les initiatives éditoriales, le fort engagement éditorial de la presse, Gilles par exemple en a parlé tout à l'heure pour Stratégie, sont effectivement largement reconnus par les professionnels sur cette thématique. Très bien, on passe à la question suivante. Y a-t-il aujourd'hui une meilleure prise en compte des enjeux liés à la transition écologique de la part des différents acteurs du secteur? Donc là, on a interrogé les 4 catégories de professionnels qui étaient interrogés. Et on constate qu'il y a une différence d'approche entre les médias qui est passée de 54% même en 2022 de oui à 74% de oui. En revanche, chez les autres annonceurs, on a l'impression que la préoccupation écologique est un peu moins forte que par le passé. Comment vous lisez ces chiffres, Isabelle? En fait, je pense que la progression des médias, elle est à mettre en regard de la meilleure prise en compte de ces sujets qu'on a vu dans le slide précédent. On avait l'impression que les médias s'étaient particulièrement bien emparés de ces enjeux. Et en fait, c'est ce que retranscrit ici cette évolution. Concernant les annonceurs, si on est sur quelque chose, en tout cas en perception d'assez flat, on peut se dire que peut-être que leur priorité aujourd'hui, la question de la transition écologique est peut-être plus leur priorité numéro 1 dans un contexte économique ou de croissance qui pose question en tout cas. Et de la part des régies ou des agences, en fait, ce qu'on peut peut-être se dire, c'est qu'effectivement, on sait qu'il y a eu beaucoup d'initiatives. Peut-être qu'elles mériteraient d'être davantage encore valorisées pour que les professionnels en aient vraiment pleine conscience. Et peut-être effectivement rendues davantage publiques. On passe à la question suivante. Alors maintenant, c'est les perceptions et attentes des annonceurs en matière de communication. Donc, question traditionnelle que l'on pose chaque année. Avec d'abord, quelles sont les régies les plus innovantes sur les 12 derniers mois? Est-ce que là, on constate aussi des changements, Isabelle? Non, pas de changement. On est sur une stabilité, une confirmation, en tout cas, de la perception d'innovation des régies Internet. Qui tirent toujours leur épingle du jeu, soutenus notamment, on peut le penser, par le dynamisme des investissements dans le digital. Et on retrouve la très bonne position, on avait vu tout à l'heure la perception d'innovation des chaînes de télévision. On retrouve ici les régies télé, très bien positionnées en perception d'innovation. Et on peut voir derrière effectivement toutes les initiatives, notamment autour de la télé segmentée, de la CTV, etc. Ouais. Et de la plateformisation aussi, effectivement. Alors, on va passer à la question suivante. Quel type de communication paraît le plus efficace? Donc là encore, il y a différents items qui reviennent chaque année. Est-ce que, alors en gros, il y a tout ce qui concerne prioritairement les médias, d'abord marquer les esprits, renforcer la notoriété et inciter à l'achat. Et puis, est-ce qu'on constate que les médias ont plutôt par rapport aux médias, donc à tout ce qui concerne les médias propriétaires, applis de marque, sites d'annonceurs, etc., est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que les médias ont tendance à grignoter du terrain en termes d'items? Ce qui est déjà un point positif, c'est que les médias confortent leur puissance et leur avantage sur tous les items d'impact. Donc tu as cité Amaury. Et là où, on va dire, le grignotage, pour reprendre ton expression, se fait,
un petit peu, c'est surtout les items qui sont au centre du graphique, qui sont les items notamment de ciblage affinitaire, donc type de communication qui permettent de toucher une cible en affinité avec la marque, où en fait, il y a quelques années, quand on avait commencé à poser cette question, indéniablement, le owned media était nettement plus puissant et nettement plus crédible pour faire de l'affinitaire. On sent qu'on a aujourd'hui un rééquilibrage sur cette dimension-là. Donc on peut faire du ciblage affinitaire avec les médias et c'est bien perçu comme tel par les professionnels. Absolument. Très bien. Question suivante. Quelle est la meilleure stratégie de communication pour favoriser la confiance des Français dans les marques? Donc là, il y a un très fort taux de l'engagement RSE, 77%. Oui, absolument. Donc là, je pense que la hiérarchie qu'on voit ici reflète sans doute notamment le changement de paradigme où on est passé d'une société hyper consumériste à une société qui valorise quand même maintenant la consommation plus sobre et responsable, où on voit qu'effectivement, en termes de communication, on attend aussi des marques qu'elles prennent la parole sur leurs engagements, sur leurs valeurs de marque, beaucoup plus que sur leurs offres promotionnelles en tant que telles. Vous voyez, c'est relégué en toute fin de classement. Donc la confiance des Français et des consommateurs va vraiment passer par cette valorisation des engagements RSE et des valeurs de marque. Et je me souviens qu'on se posait la question, est-ce que dans une société post-Covid, cet item va rester aussi fort? On a la réponse. Absolument. C'est une tendance de fond. Question suivante, quelle perspective pour l'avenir? Donc traditionnellement, effectivement, on pose les questions de l'avenir. Donc ce qui nous apparaît comme le plus saillant, le plus nouveau peut-être dans le paysage des médias aujourd'hui. Donc première question, est-on optimiste ou pessimiste pour l'avenir de son entreprise? Là, c'est les professionnels qui répondent. Bon. Généralement, les professionnels sont quand même assez optimistes, hein, ça fait un peu partie du job, mais on constate que c'est un petit peu en déclin. Absolument, on perd 10 points, donc on a certes plus des 3/4 qui sont optimistes, mais on a quand même 10 points de déperdition par rapport à ce qu'on pouvait enregistrer les années précédentes. Donc ici, effectivement, on peut aussi mettre ça au crédit de préoccupations vraiment plurielles. On a parlé des tensions géopolitiques tout à l'heure, des problèmes économiques et effectivement de tous les enjeux technologiques autour de l'IA avec à la fois les opportunités mais les menaces qu'elle peut soulever aujourd'hui. On verra qu'on a justement une question sur ce thème. Le développement des médias dans le digital est-il jugé suffisant pour favoriser le dynamisme des recettes publicitaires? Donc là, c'est la transition digitale, l'accélération digitale que connaissent chacun des médias. Que ressort-il, Isabelle? En tête, les médias pure players, par définition, ont un ADN digital. Oui. Donc, voilà, je dirais que c'est une chose normale. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de retrouver en deuxième position et en troisième position la télévision et l'affichage. Donc c'est vraiment des constantes depuis le début de la présentation, vous le voyez. Dès lors qu'on parle d'innovation digitale, d'investissement dans le digital, la télévision et l'affichage sont très bien positionnés. Le streaming et le DOH. Absolument, tout à fait. Ensuite, les acteurs audiovisuels vont-ils réussir leur pari et trouver des relais de croissance? Donc là, effectivement, c'est la question de l'avenir de toutes ces nouvelles plateformes, TF1+, M6+, France.tv, Arte.tv. On a posé la question de leur avenir. Est-ce que ce sera un relais de croissance? Et la réponse est positive. La réponse est oui. Les professionnels voient d'un œil vraiment favorable en fait, ces initiatives, en imaginant que oui, elles peuvent être source de croissance pour les marques médias. Et en fait, cette diversification, elle est aujourd'hui d'autant plus importante que les plateformes elles-mêmes, elles vont de plus en plus aussi vers des modèles issus de la télévision linéaire. On voit qu'il y a une porosité de plus en plus forte entre les différents modèles. Après, on peut aussi s'interroger sur le 39% qui nous disent non, probablement pas. En fait, c'est aussi le reflet sans doute de la taille de l'enjeu face à finalement aux plateformes internationales. à des géants mondiaux qui ont des moyens colossaux.
Très bien. Les plateformes de SVOD, alors on en parlait justement, avec publicité, parce qu'on a introduit cette nouveauté finalement de cette année, c'est que les Netflix, les Prime, les Disney et également bientôt Max ont un volet publicitaire. Donc on va poser tout simplement la question aux professionnels, est-ce que c'est un potentiel de développement important ? Indéniablement oui, là on atteint un taux de 80%. Donc effectivement, ce sont des initiatives en fait, qui ne cessent de se développer. Toutes les marques y vont. Effectivement, comme tu l'as dit, Max, qui sort son offre le mois prochain, a aussi intégré dans sa gamme une offre standard avec publicité. Et en fait, ce sont des offres qui constituent pour les annonceurs des contextes, on va dire, d'expériences publicitaires assez qualitatives. Et des offres qui sont susceptibles de trouver leur cible puisqu'elles sont par définition un peu moins onéreuses, donc dans un contexte inflationniste où on sait que les foyers ont des arbitrages à faire. Donc elles peuvent tout à fait trouver leur place dans le paysage. Ok, et on a posé aussi la question de la plateforme la plus adéquate pour toucher les jeunes. Alors bon, ça ne vous surprendra pas, TikTok arrive en premier et de façon assez écrasante, mais il y a un second qui monte. Absolument, donc là on a une percée assez incroyable d'Instagram qui passe de 49% l'année dernière à 64%. Donc c'est assez notable. Clairement, Instagram aujourd'hui est la plateforme privilégiée de la Gen Z, c'est ce qu'on voit dans toutes nos études, et elle constitue pour les marques finalement un pilier aujourd'hui dans le marketing d'influence avec différents formats qu'elle propose, avec des collaborations avec des influenceurs, différentes choses qui permettent effectivement d'engager vraiment de manière très qualitative et très puissante les audiences. Et évidemment, l'incontournable question sur l'IA générative, on avait déjà posé la question l'année dernière. Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce que vous pensez que l'IA générative est une menace pour vos métiers, vous, professionnels de la communication et des médias? Réponse? Eh bien oui, et on a une crainte qui prend de l'ampleur. 53% nous le disaient l'an dernier, ils sont 60% à nous le dire cette année. Donc indéniablement, l'IA aujourd'hui, on le sait tous, elle est là. Ces applications sont bien présentes. Dans les médias, effectivement, elle a fait la preuve de toutes ses capacités, les capacités à pouvoir éditer du contenu, des images, des vidéos, à remplacer des présentateurs avec des avatars. Beaucoup font des expérimentations aujourd'hui et il est certain qu'au-delà d'une pure révolution technologique, la transformation des métiers est indéniable en fait. Et effectivement, j'ai lancé la question suivante parce qu'elle est assez corollaire. Est-ce que l'IA va favoriser le développement des médias? Moi, ce qui me frappe par rapport à la question précédente, c'est qu'on pouvait penser que finalement les craintes allaient s'estomper au profit d'un opportunisme d'utilisation technologique de l'IA. Pas tant que ça, en fait. Non, pas tant que ça. Là, on voit une ambivalence des réponses des professionnels complètement partagées entre est-ce qu'ils souhaitent ou est-ce qu'ils vont développer ou favoriser des médias conçus avec de l'IA ou non. On est à 54-46, donc vous voyez que l'équilibre est presque parfait. C'est un sujet de se dire comment réussir à concilier et à tirer profit de toutes les potentialités offertes par cette IA, mais en s'appuyant aussi sur l'expertise humaine, la créativité, et en faisant finalement combiner tout cela pour que ça serve aussi aux médias. Dans un grand souci de transparence, je pense que l'important aussi pour les médias, il est clair qu'il est indispensable d'être particulièrement transparent, pour les médias et pour nous tous d'ailleurs, professionnels, sur l'utilisation qu'on en fait et les apports de l'IA dans nos productions. Eh bien, merci beaucoup Isabelle, et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Isabelle, merci beaucoup Amaury pour ces résultats de l'étude. Je vais à présent appeler à mes côtés Magali Florence, directrice générale de l'UDECAM, soutien de ce Grand Prix. On peut l'applaudir.
Bonjour, bienvenue. Merci, bonjour. Je vous laisse nous dire quelques mots bien dans la lumière. Bien au milieu. Pas très long, juste vous dire combien on est à l'UDECAM ravis d'être partenaire de ce prix. Et je suis contente de pouvoir dire quelques mots au nom des agences. L'innovation est un des moteurs de notre entreprise. Moi, je suis sortie une petite année de ce métier et je peux vous dire que quand vous revenez sur le marché des médias au bout d'un an, il s'est passé des tonnes de trucs. Et c'est comme ça qu'on vit tout son temps qu'on est, que nous, agences, on fonctionne. L'innovation est dans le top 3 des attentes de nos clients. Et c'est grâce aux médias qu'on arrive à être innovant, notamment pour proposer tous les ans des campagnes différentes, des solutions qui font sortir les marques du lot. Et en un an, quand je me retourne, j'ai vu arriver plein de choses, des nouveaux formats, des nouveaux supports, des nouveaux circuits de diffusion. Je ne vais pas spoiler parce que je ne connais pas les résultats de ce concours, mais on a vu exploser les plateformes. On en parlait il y a 3 minutes. TF1 Max, M6 Plus qui vient d'arriver hier, Max qui arrive dans un mois, Amazon qui a lancé son offre télévision. La presse, on oublie souvent de dire, et je n'étais pas complètement d'accord avec les résultats de l'IFOP, je pense que les médias dits historiques ont une capacité de transformation et d'innovation absolument formidable. Et on a vu des lancements en presse, dont 3, avec des résultats super impressionnants en termes de diffusion. Les nouveaux kiosques numériques qui aident justement à la réinvention du média presse. Et puis, pareil, je n'étais pas du tout d'accord sur le fait qu'il y a de moins en moins de choses intéressantes dans le domaine de la RSE. Ce n'est pas vrai. Je pense que tous les médias, autant qu'ils sont, à la fois côté régie et côté éditeur, ont fait des choses géniales pour lutter contre leur impact environnemental. Que les annonceurs en sont conscients, qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a plus d'une campagne sur 2 dont l'empreinte carbone est mesurée par les agences pour le compte de leurs clients. Et puis, je voudrais saluer le label que le SRI vient de relancer avec un nombre de régies impressionnant qui ont souscrit, le SDAT, le nouveau DAT Sustainable. Voilà. Bravo à tous les gens qui ont participé, bravo à tous les gagnants. Merci beaucoup. Merci beaucoup Magali. Alors juste avant de commencer, un petit rappel des règles du jeu de ce Grand Prix. 74 dossiers présentés, un jury de 8 experts pour les départager. Le jury a étudié tous les dossiers, catégorie par catégorie, et après sélectionné les meilleurs d'entre eux en ligne. Il a ensuite décerné au cours d'une journée riche en débats les prix bronze, argent et or pour les différentes catégories. Un prix spécial, une réalisation qui a particulièrement retenu l'attention de nos jurés. Et puis bien sûr, le Grand Prix, la médaille d'or, toutes catégories confondues. Le jury est particulièrement exigeant. Il a décidé dans certaines catégories de ne décerner que de l'argent ou du bronze. Si vous n'entendez pas d'or, ce ne sera donc pas que j'ai complètement perdu la boule. Bien évidemment, je rappelle qu'au Grand Prix Stratégie, on ne peut pas être jugé parti. Les membres du jury concernés par un dossier n'avaient pas le droit de se prononcer à son sujet. Ils ont travaillé dur. On peut les féliciter. Ce jury était composé de Dove Alphon, directeur de la publication et de la rédaction Libération. Alice Boriska, directrice des opérations et du marketing chez Diverto. Fabien Bourrelli, directeur général chez Starcom. Julien Lamurie, directeur des rédactions grand public Prisma Media. Elsa Magadou, directrice commerciale et marketing, Brut. Mélanie Monseignon, éditrice du groupe Le Parisien. Samantha Schmidt, directrice des marques chez Altis Media. Et enfin, que nous avons vu sur scène Isabelle Tréville, directrice du pôle média et digital IFOP. Merci à vous pour la qualité de vos débats. On vous retrouve en fin de cérémonie. Et maintenant, place à la première catégorie, meilleure initiative éditoriale, avec la meilleure émission initiative en radio. Et on commence avec un argent qui revient à FIP dans le métro, la RATP à la radio. On peut les applaudir, bravo.
En 2023, à l'occasion de la fête de la musique, FIP a voulu organiser un événement décalé en allant à la rencontre des 4 millions d'auditeurs dans un lieu qu'ils fréquentent tous les jours, le métro parisien. L'opération s'est déroulée de 7h à 19h et depuis les studios, l'antenne était dédiée à la fête de la musique dans les transports. Les animatrices recevaient les musiciens du métro en direct et au même moment dans le métro, la musique et les voix de la station étaient diffusées dans les couloirs et sur les quais. Bravo à vous. Et je vous invite, vous lauréats des bronzes et argent, à récupérer votre diplôme lors du cocktail juste après cette cérémonie. On passe alors le premier ordre de cette cérémonie qui est décerné à l'after-foot de RMC, l'émission footballistique de référence en radio, reconnue pour sa proximité avec ses auditeurs, a choisi en 2023 de se délocaliser pour aller à la rencontre d'auditeurs qui soit n'osent pas réagir en appelant le standard de RMC, soit n'en ont pas la possibilité. Et je vous propose de découvrir un extrait de ce programme. Notre idée dans l'after, c'est toujours de surprendre et d'aller au contact des auditeurs. Alors, on a fait plein de choses ces dernières années. L'after est dans ta cité, l'after est dans le pré, on est allé au contact des petits clubs amateurs dans les campagnes. On a fait l'after en prison, on est allé à la prison de la santé et on a démarré une grande tournée internationale de l'after, Algérie, Côte d'Ivoire, Espagne et encore bien d'autres dates à venir. Voilà quelques-uns des exemples concrets de ce qui s'est fait dans l'after ces derniers temps. Et pour recevoir ce prix, j'appelle tout de suite pour RMC Karim Nedjari, directeur général, Gilbert Brisebois, journaliste et cofondateur de l'émission Afterfoot, Daniel Riolo, journaliste et cofondateur d'Afterfoot. Bonjour, bravo. Bienvenue. Merci, bonjour à tous. Karim, tu viens pas? Je crois que tu as été appelé. Hein. Enfin... merci au jury de nous avoir. Pas bien vous mettre dans la lumière. Top. Merci au jury de nous avoir choisis, c'est super. On attend Karim. Tiens, Daniel. On peut l'applaudir. Donc effectivement, comme je l'expliquais brièvement dans la petite vidéo, en fait, notre objectif, c'est toujours d'aller au contact de nos auditeurs et d'aller au plus près de ceux qu'on entend le moins. Donc on a mis en place plein d'initiatives ces dernières années. L'after est dans le pré, je vous l'avez entendu, et l'idée était d'aller voir les petits clubs amateurs dans les campagnes. L'after est dans ta cité, c'était d'aller au milieu de la cité faire une émission avec un tournoi de foot qu'on organisait. On l'a fait notamment à Argenteuil, ça a été un super succès au printemps dernier. On a lancé une tournée internationale, vous voyez une image là, on a fait la première émission en direct depuis l'Algérie pour une radio généraliste depuis le XXe siècle. Non, mais ça faisait vraiment très longtemps que ça n'avait pas été fait. On a encore d'autres choses parce on est aussi maintenant, on a créé un spectacle, l'after sur scène. On parle pas dans la vidéo. C'est un spectacle inédit sur scène. On était au Trianon il y a quelques semaines et on le refera à la salle Playel, puis en province dans les mois qui viennent. Oui, on essaie de faire des trucs quand même. Ah bah ouais, je Vous vois avez ça. étonné. Bravo. Donc on continue. Là, notre tournée internationale va s'arrêter au Maroc bientôt, début juin. Et puis effectivement, on a aussi été à la prison de la santé parce qu'en fait, on recevait pas mal de messages de détenus qui nous disaient moi voilà, je vous écoute en prison. Donc on a monté ça avec le ministère de la Justice et on est allé faire un after à la prison de la santé. Voilà. Et puis on a encore d'autres idées à venir. Et puis on a une grande chance, c'est que dans nos délires, on a toujours eu des patrons RMC qui nous suivaient. Karim incarne aujourd'hui la direction d'RMC, donc merci. Sans vous, ça n'aurait pas été possible. Non, je vais faire très vite. Hein. C'est toujours un peu embêtant que les mecs viennent sur plateau et qu'ils racontent qu'on est la première radio de France après 20h30, qu'on est le premier podcast de France avec 18 millions de podcasts par mois, qu'on est très fort aussi en tout ce qui est écoute numérique. Donc je ne vais pas vous le dire tout ça. Je vais vous dire qu'on va donner rendez-vous tout à l'heure et on parlera et on boira un coup tous ensemble. Et je suis très content qu'on n'ait pas eu de procès pour l'instant sur la scène, parce que ce qui est important aussi, c'est d'avoir cette liberté de ton. J'ai l'impression que tu fais une allusion personnelle. Non, mais j'étais venu, on ne sait jamais. On sait jamais. Voilà, en tout cas, merci pour cette distinction. Ça nous force en tout cas à innover. Et je laisse Daniel dire un petit mot. Oui, c'est très agréable de recevoir les prix. On va commencer à s'habituer, Gilbert. Voilà, donc merci à vous pour cette récompense. Et merci directement à Karim et à tous ceux qui nous soutiennent dans la radio, parce que sans eux, finalement, et sans la liberté qu'ils nous offrent, l'after ne serait pas exactement comme il est aujourd'hui depuis 18 ans maintenant, Gilbert. Voilà, depuis plus de 18 ans. On est majeur maintenant, donc on peut continuer
a peut-être parfois causé des petits soucis à Karim quand les gens téléphonent pas contents. Mais ça se passe toujours bien à la fin. Il y a toujours un tremblement quand même. Merci à vous tous. Félicitations à vous encore une fois. Je vous laisse rester sur scène. En revanche, quelques instants supplémentaires. Je vais vous demander de remonter sur scène parce qu'il y a une petite photo de la part de Régis qui est juste ici. Il lève son appareil et bien dans la lumière quand même pour immortaliser le moment et pour avoir vos visages dans la prochaine édition du magazine Stratégie. C'est toujours agréable. Encore bravo. Et quant à nous, on enchaîne avec la catégorie meilleure émission télé ou SVOD. Et on commence avec un bronze qui revient au Forum BFM TV, une émission en direct qui donne la parole à des citoyens pour échanger sur des sujets concernant la vie quotidienne. La chaîne a réalisé 2 émissions sur des thématiques faisant la une de l'actualité, les retraites et la fracture entre agriculteurs et écologie. Bravo à vous, on peut les applaudir pour ce bronze. Pas d'argent, on passe donc directement à l'or. L'or a été décerné à Little Big Media et France TV pour Théo Top. Bravo pour cet or. Et parce que nommer, c'est guérir, France Télévisions a lancé Théo Top, la première émission testimoniale par et pour les enfants, avec l'athlète et chroniqueur Théo Curin pour la première fois à la tête de son propre programme. Regardez. Salut les amis, ici vous êtes chez vous et surtout on peut parler de tout. Les contrôles, même que j'ai révisé, et ça peut me stresser. Des fois, j'ai tellement de colère que je peux même pas essayer de me calmer. On me pose souvent des questions sur mes origines. Ensemble, on va essayer de trouver des pistes pour surmonter ces obstacles. Je cours un peu, je me défoule, ça vient comme ça. C'est vrai? Ouais. On est tous câlins. Tu es formidable, mon fils. Faut jamais abandonner. Il n'y a pas que les grands qui ont de belles choses à dire. Dis tout ce que tu as sur le cœur à Théo Curin. Théo Top, ta nouvelle émission le 3 novembre sur l'appli. Et pour recevoir ce prix, j'appelle pour France Télévisions Pierre Siracusa, directeur des jeunes publics, de l'éducation et de l'animation, et Théo Curin, présentateur, à venir me rejoindre sur scène. Et pour Little Big Media également, Mehdi Arbaoui, PDG. Bonjour, félicitations. Vous voulez que je vous... Tenez. Bonjour, bravo. Félicitations, bonjour à vous. Je vous invite à aller au centre de la scène. Après tout, c'est votre victoire, c'est votre prix aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à prendre tout l'espace. Alors Théo Top est un programme ayant rencontré le plus de succès sur les réseaux sociaux d'Oku. Est-ce que vous attendiez à un tel engouement ? Alors nous... Il n'y a pas de bonne réponse. On l'espérait. On était surtout d'abord très très fiers d'avoir réussi ça parce que recueillir une parole d'enfant, une parole intime, une parole sensible, c'est un exercice très difficile. Et c'est sans doute d'ailleurs pour ça qu'il n'y avait pas eu d'expérience précédente, parce que c'est compliqué, parce que c'est aussi des enfants qu'il faut protéger. Et en fait, on tournait autour de la question depuis très très longtemps. Et c'est vraiment Théo et Mehdi qui ont débloqué toutes nos réserves et toutes nos questions autour de tout ça, parce qu'il se passe un truc particulier avec Théo, qui est que il a une petite différence qu'on découvre assez facilement. Petite. Un tout petit truc, ouais. Mais pas grand-chose. Mais qu'on oublie tous. Enfin, il a un super pouvoir, celui de nous faire oublier ça, et en revanche de ne pas nous faire oublier à quel point il est une oreille on ne peut plus bienveillante, on ne peut plus attentive, on ne peut plus chaleureuse. Et donc quand on a compris que parce que Théo et Mehdi sont venus vraiment pour nous raconter ça, pour nous raconter qu'ils avaient envie de faire ça. Théo avait envie de faire de la télé, mais il avait envie de faire de la télé avec des enfants aussi. Et que du coup, ça a levé toutes nos réserves. Donc, on a été incroyablement émus par ce qui se passait sur le plateau, par les images, les premiers montages qu'on voyait. Et on est encore plus content que le public ait eu cette même réaction.
Donc je vais m'arrêter là parce qu'on s'en fout. Et que sûrement que Théo et Mehdi ont plein de choses à dire. Mais nous, on est super fiers. Et effectivement, c'est la première fois qu'on faisait un testimonial avec des enfants. C'est la première fois qu'on donne une telle place à la parole intime d'un enfant, des enfants. Et quand on sait la valeur d'exemplarité qu'on a, nous, à l'intérieur de nos programmes, je parle à tout point de vue, hein, y compris en négatif, mais en tout cas, le rôle et la mission qu'on a d'exemplarité à l'égard des enfants qui nous regardent, on sait que cette émission va faire du bien. Et de ça aussi, on est très fiers. J'arrête de parler. Juste avant, je peux vous demander juste de vous mettre dans la lumière parce que sinon Régis va continuer de m'engueuler quand vous parlez. Bien sûr, Régis. Pas de souci, Régis. Écoutez, déjà, merci beaucoup. Merci aux membres du jury. C'est extraordinaire parce que c'est mon premier prix, moi, pour la télé. Il faut savoir que moi, j'ai commencé par faire de la compétition en natation paralympique. Et ce qui me faisait rêver, c'était de décrocher des médailles et des trophées. Et j'ai dû arrêter la compétition pour me consacrer à d'autres rêves. Le rêve de pourquoi pas progresser à la télévision. Et là, de recevoir ce premier prix, c'est une grande fierté. Ça nous motive pour la suite. Et c'est juste merveilleux. Parce que cette émission, elle est belle, elle fait du bien. Et moi, je prends énormément de plaisir à l'animer. Parce que je peux vous assurer qu'à chaque tournage, je prends une claque monumentale quand je rencontre chaque enfant. Parce que voilà, je me rends compte qu'ils sont merveilleux, qu'ils sont intelligents, qui sont parfois un peu fragiles aussi par le climat actuel, parce qu'ils voient, parce qu'ils entendent. Et notre rôle à nous, c'est de les rassurer, de les revaloriser et surtout de leur dire qu'il faut croire en leurs rêves, quoi qu'il arrive, tout simplement. Et juste petite dernière chose, ça c'est ma petite fierté quand même, parce que une émission comme celle-ci, il y a quelques années, elle était impensable. Parce que sur le papier, une émission testimoniale pour des gamins qui ont entre 8 et 12 ans, animée par un mec qui n'a pas de bras, pas de jambes, ça fait flipper, quoi. Et France Télé a accepté notre projet. On est venu avec Mehdi, on a pitché cette belle émission. Et France Télévisions nous a fait confiance. Donc merci à Pierre, à toutes les équipes de France Télévisions pour votre accompagnement. Et j'espère que c'est une belle aventure qui ne fait que commencer. Voilà, merci beaucoup. Merci Théo. On comprend pourquoi les enfants vous aiment. Vous êtes un modèle et tout en simplicité, en bienveillance. Ça fait du bien. Félicitations. Je vous laisse peut-être si vous aviez un dernier... Oh, non. Ouais, bravo, on s'arrête là-dessus. Bravo Pierre, bravo Théo. Merci, je vous laisse rester quelques instants supplémentaires sur la scène pour une petite photo. Et ouais, Régis. Ah, il avait sa photo. Et on enchaînera avec la catégorie meilleur reportage documentaire TV SVOD. Encore bravo. Alors dans cette catégorie, le jury a décidé de décerner 2 ors. Le premier or ex aequo revient à Chrysalide Productions, Elephant Doc et France TV pour Afghan, un documentaire bouleversant réalisé par Solène Chalvon-Fioriti, où 4 générations de femmes se racontent, reprenant la parole confisquée par les fondamentalistes. On regarde. La peur du taliban coule dans notre sang. Même les bébés ont peur des talibans. Depuis que j'ai vendu la petite, je ne dors plus la nuit. Beaucoup de gens ont été forcés de marier leur fille. On me dit que je ne peux pas être embauchée parce que je ne suis qu'une femme. J'ai tous les certificats médicaux qui attestent des coups et des fractures. Je ne comprends pas pourquoi nous avons été créés. Pourquoi sommes-nous nés dans ce pays? Afghan, un documentaire suivi d'un débat, dimanche à 20h55 sur France 5 et sur la plateforme France.tv. Pour recevoir ce prix, j'appelle pour France Télévisions Renaud Alilaire, directeur délégué pôle société et géopolitique. Et pour TBC, Béatrix Schoenberg, productrice, et Solène Chalvon-Fioriti, réalisatrice.
Bonjour, félicitations. Bienvenue. Bravo. C'est moi qui... Merci beaucoup. Merci au jury, merci pour ce prix. Merci à France Télévisions, mais Renaud va nous dire un mot. Beaucoup de m'avoir fait confiance. Il y a, juste après la chute des talibans, j'étais en Afghanistan et ils ont tout de suite fait le pari de ce film, qui est un film qui est très important pour moi. Plus important, je pense, que tous les autres, et même plus important que ceux qui arrivent, parce que c'est vraiment le dernier film que je pouvais faire en Afghanistan. D'ailleurs, il n'y a pas eu de film après, puisqu'ensuite les talibans ont interdit les tournages et de montrer les visages de femmes. Donc c'est vraiment un document historique pour moi, et c'est un hasard qu'on ait vu cette bande-annonce, parce qu'en fait, toutes les filles qui sont dans la bande-annonce, là, sont des femmes aujourd'hui qui habitent en France, qui font des études, qui vont à l'école, comme la petite fille que vous avez vue à la fin. Et ça a été aussi rendu possible par France Télévisions, parce que quand on fait un film qui a un écho pareil, eh bien pour demander des visas, pour demander au ministère de l'Intérieur de faire un effort supplémentaire pour les 22 millions de jeunes filles afghanes qui sont privées d'école après 10 ans, ça compte. Donc évidemment que quand on fait ce métier et que la finalité, c'est que la vie des gens est un petit peu améliorée, c'est le plus beau cadeau qui soit pour moi. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci. Alors moi, je rajouterais juste un mot en disant qu'on est évidemment très fiers d'accompagner Solène sur ce film. C'est pas le dernier film qu'on fait avec Solène, puisque le dernier, on l'a diffusé il n'y a pas longtemps, et ça s'appelait « Nous, jeunesse d'Iran », dans lequel on utilisait d'ailleurs en partie l'intelligence artificielle pour protéger nos témoins. Je voudrais juste dire un mot sur Le Monde en face, qui est ce rendez-vous documentaire qu'on travaille avec Sophie Chegaray, qui est ici avec moi et qui travaille extrêmement bien ce rendez-vous. C'est un rendez-vous géopolitique dans lequel on essaye de mettre beaucoup d'humanité, de raconter des histoires d'hommes et de femmes, en l'occurrence beaucoup de femmes avec Solène, puisqu'on poursuit cette veine-là, et on est très fiers de le faire. On va continuer à le faire, et je voudrais simplement adresser un grand merci aussi à la productrice, Béatrice Schoenberg, parce qu'elle travaille cette matière avec nous, avec beaucoup de talent, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de détermination, parce que c'est des endroits pas faciles, où il faut aller tourner. Enfin, tu en sais quelque chose, Solène. Nous, on est bien assis derrière nos bureaux, mais on suit avec une légère angoisse tes déplacements. Et voilà, et c'est merveilleux d'avoir des gens courageux qui racontent ça. Donc, merci. Oui, pardon, parce que j'étais intimidée, mais effectivement, bien sûr, je remercie ma prod, Béatrice Schoenberg, Éléphant, Sophie Chegaray, Frédéric Lemaire, enfin tout le monde. Voilà, merci à tous. C'est juste que c'est un peu intimidant toujours les amphithéâtres. Mais merci encore, et puis peut-être à bientôt pour un prochain film. Avec grand plaisir. Félicitations à vous. Restez sur scène quelques instants de plus pour la photo. C'était pour le premier or ex aequo. Et juste après, nous passerons au second or ex aequo. Encore bravo. Le second or ex aequo revient à BFM TV pour le documentaire Russie, les enfants volés d'Ukraine, consacré aux enfants ukrainiens envoyés en territoire russe pour y être adoptés. Une enquête en Ukraine auprès des parents en détresse, séparés de leurs enfants, et en Russie avec les familles qui accueillent ces jeunes exilés. On regarde. Мамочка, вы можете меня забрать, пожалуйста? Я хочу домой очень сильно. Я соскучилась по вами. Заберите меня, пожалуйста. Я хочу домой. Anna Kmarska a 12 ans. Elle est ukrainienne, mais depuis plusieurs mois, elle est retenue contre la volonté de ses parents, en territoire contrôlé par les Russes. Pour recevoir ce prix, j'appelle pour BFM TV Myriam Alma, directrice adjointe déléguée de la rédaction et chef du service de grand reportage Ligne Rouge. Philomène Rémy, grand reporter et co-réalisatrice. Quentin Bollier, grand reporter, JRI et co-réalisateur. Bonjour, félicitations. Merci. Bonjour, bravo. Allez-y, je vous en prie. Bonjour, bravo. N'hésitez pas à bien vous mettre au centre de la scène dans la lumière. Bonjour, on est très fiers de ce prix qui récompense le travail des équipes de Ligne Rouge. C'est un service d'une vingtaine de personnes au sein de BFM TV qui fabrique une trentaine de documentaires d'actualité chaque année. Et c'est un sujet qui tenait particulièrement à cœur de Philomène et Quentin, à qui je vais laisser la parole. Ils se sont battus pour faire ce sujet. C'est vrai que c'est une
très belle enquête, parce qu'on voit aussi, je vous invite à la voir d'ailleurs, sur RMC, BFM Play, c'est là où sont tous nos documentaires. Et c'est une enquête où on voit aussi la partie russe, grâce à Mathieu Gégaud, rédacteur en chef, on a pu tourner en Russie, ce qui était très important pour ce sujet qui tenait donc très à cœur de Philomène. Bonjour à tous. Oui, alors moi aussi je suis un peu intimidée, mais on va commencer par effectivement remercier tous nos chefs. C'est pas juste parce qu'ils sont là, Myriam, Mathieu Gégaud, aussi à BFM TV, parce que quand on a commencé à s'intéresser à ce sujet, il y avait très peu d'informations. Et l'enquête a été difficile, ils nous ont fait confiance, et ça devient rare dans notre métier. Et quelques mots quand même sur notre sujet. Ça concerne 19 000 enfants ukrainiens qui manquent toujours à l'appel aujourd'hui. Il y en a seulement 388 à ce jour qui sont revenus. Et ce qui est terrible, c'est qu'on a sorti ce sujet maintenant il y a plus d'1 an, et ce chiffre a très peu évolué. La Russie continue de nier. Et en fait, il ne faut pas détourner le regard parce qu'il s'agit de déportation d'enfants ukrainiens, de déportation d'enfants ukrainiens à notre époque, et qui se déroule tout simplement sous nos yeux, sur les réseaux sociaux. Et donc, voilà, donc c'est un sujet dont il faut continuer à parler. Merci au jury. Et juste un mot pour remercier le reste de l'équipe, notamment Sofia Kochmar-Timoshenko, notre très très précieuse fixeuse en Ukraine, Clément Gredonnier, qui travaille aussi à BFM, qui nous a accompagnés pour faire une partie des images et qui était dans l'équipe qui a traversé l'Ukraine pendant cette semaine un peu compliquée. Remercier aussi Sacha Dalsbeck qui a aidé en partie pour l'enquête russe. Voilà, c'était et Simon Terrassier au montage, évidemment, j'allais l'oublier. Voilà, un travail d'équipe et c'était... Évidemment, on est très heureux qu'il soit reconnu aujourd'hui par vous. Et en plus, c'est super d'être ex aequo avec une très bonne amie et consoeur, Solène Chalbon-Fioriti. Voilà, merci. Félicitations à vous. Restez ici pour... Merci. Pour la photo, Régis se trouve juste ici. Et bravo à vous pour ces 2 heures ex aequo. Et juste après, on enchaînera avec la catégorie meilleure fiction TV ou SVOD. Encore bravo pour ce prix. Un unique prix dans cette catégorie, il s'agit d'un or qui revient à Sambre, la série événement de France Télé. De la fin des années 80 à son arrestation en 2018, un violeur a sévi en France et en Belgique autour de la rivière de la Sambre. C'est cette histoire hors norme qui a inspiré cette série. Regardez. Qu'est-ce que vous faisiez toute seule à cette heure-là? Vous n'avez pas essayé de vous débattre? On a affaire à un des plus gros prédateurs sexuels que la France ait connu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, on essaye de limiter la paperasse. 8 femmes violées sur ta juridiction et tout le monde s'en fout. Tout ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on fait déjà. Eh ben moi, je pense que ça suffit pas. Ces branquignoles de flics ont laissé moisir les sellettes juste à côté de leur sandwich au pâté. Vous voulez mon avis, Madame Labo? Vous avez eu de la chance. Inspiré de faits réels, Sambre, la série événement, lundi soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Ce programme est disponible en audio-description. Et pour recevoir ce prix, je vais demander à Armelle Montfort, administratrice de production de France Télévisions, de venir sur scène. Bonjour, bravo. Merci. Alors, je suis évidemment moi aussi très intimidée par vous tous. J'ai le plaisir de représenter toute l'équipe de la fiction de France Télévisions pour recevoir ce prix. Et je tiens à remercier le jury et de distinguer cette série qui est un sujet sensible, transcendé par un jeu d'acteurs extraordinaire. Merci à tous. Et je remettrai ce prix à Jean-Xavier de l'Estrade. Merci encore et merci pour les victimes et merci pour Sambre. Merci, encore bravo. Restez avec nous quelques instants supplémentaires. Et comme il s'agissait de l'or, nous allons enchaîner juste après avec la catégorie meilleur lancement, nouvelle formule de presse. Bravo.
On commence avec un argent qui revient au lancement de SoFood Club, Bayer Jeunesse, leader de la presse jeunesse en France, et SoPresse, qui ont choisi de mettre leurs forces en commun pour proposer aux ados un magazine papier sur le football pour les faire lire et les ouvrir au monde. Bravo à vous pour cet argent. N'oubliez pas, ces diplômes sont à récupérer à l'issue de la cérémonie lors du cocktail. Bravo à vous. Quant à l'or, il revient à la nouvelle formule du Parisien Week-end. On peut les applaudir pour ce prix. Dans une actualité quelque peu dense et anxiogène, le nouveau Parisien Week-end propose un temps de pause et revisite l'actualité sous un nouvel angle. Et je vous laisse le découvrir en images. Pour recevoir ce prix, j'appelle pour le Parisien Christine Monin, directrice de la rédaction, et Mélanie Mont-Saint-Jean, éditrice, à venir me rejoindre sur scène. Bienvenue, bravo. Bonjour, bravo. Eh ben, on est ravis de recevoir ce prix pour le Parisien Week-end. La nouvelle formule, elle a été lancée en octobre de l'année dernière. Et voilà, on est ravis parce que ça a eu un super accueil non seulement de nos lecteurs, et aussi des annonceurs. Et donc, ce prix vient en plus récompenser le travail de toute l'équipe que je salue ici. Donc, Christine, les membres de la rédaction et notre directeur de la création aussi. Merci pour ce prix. L'enjeu de cette nouvelle formule, c'était de repositionner le magazine comme un vrai supplément de week-end, d'offrir justement une bouffée d'oxygène dans une actualité anxiogène, avec des conflits, avec à l'époque la réforme des retraites qui était difficile. Et c'était une attente de nos lecteurs. Donc on a voulu repenser ce magazine comme ça, en étoffant l'offre de sorties, les choses un peu sympas à faire le week-end, et en appuyant ce qui constitue notre ADN, c'est-à-dire le plaisir de lecture, la manière de raconter des histoires en les scénarisant, en les storytellant, pour que on les lise comme des romans. Et puis on a revisité notre une complètement pour en faire quelque chose, une vitrine plus colorée, plus pop, plus dans l'air du temps, plus tendance. Voilà, et ce prix me va droit au cœur. C'est aussi tout le travail d'une équipe. Donc je remercie mes éditrices, donc Mélanie Mont-Saint-Jean et Hélène Cellier, mes rédactrices en chef Yolène Deschanot et Bénédicte Alagnou, qui mettent en œuvre cette nouvelle formule toutes les semaines avec l'équipe. Merci aussi à Florent Guerlain, le directeur de création, qui nous a revisité cette une avec toute sa créativité et son talent. Et puis merci à Henri Gibier aussi pour nos échanges, nos ping-pong intellectuels autour de cette formule. Voilà, et effectivement, les lecteurs et les annonceurs sont au rendez-vous, donc on va tout faire pour que ça continue. Encore bravo, merci beaucoup pour ces quelques mots. Je vous laisse poser pour Régis, qui arrive tout de suite. Et juste après, nous enchaînerons avec la catégorie meilleur hors-série, numéro spécial. Je vous laisse rejoindre la salle, encore bravo à vous. On commence avec un bronze qui revient à Ça m'intéresse histoire hors-série, ces femmes qui ont fait la France. Ce hors-série met à l'honneur des femmes qui ont eu un rôle important dans l'histoire de France, un voyage important du VIe siècle à nos jours à travers des angles thématiques, les rebelles, les dirigeantes, les pionnières, les combattantes et les artistes. La lecture est rythmée par une alternance d'articles et de contenus plus ludiques. On peut les applaudir. Félicitations à vous pour ce bronze. On continue avec l'argent qui revient à l'Express 1953-2023, le numéro de nos 70 ans. Un numéro exceptionnel entre livres et magazines pensés pour marquer l'histoire du titre de manière unique, au fil de 200 pages mêlant récits, entretiens, dessins et photos d'archives. Ce MOOC célèbre 7 décennies de journalisme et d'engagement. Bravo à vous pour cet argent et le diplôme sera récupéré lors du photocall au cocktail.
L'or de cette catégorie revient au hors-série 50 ans, 50 combats de Libération. Dans ce hors-série de 60 pages, Libération revient sur 50 des combats qui ont occupé ces colonnes, avec les 51 correspondantes, on peut les voir, se faisant ainsi le porte-voix des luttes sociales, réagissant aux injustices de toutes sortes, démultipliant les échos d'une contre-culture effervescente. Et je vous propose de regarder une courte vidéo. Écrire quelque chose que quelqu'un de puissant quelque part ne veut pas voir publié demain. C'est ça le journalisme. Alors, il y avait des valeurs, lutter pour des valeurs, pour plus de justice, plus de liberté, etc. Mais on voulait connaître le monde et être surpris par le monde. C'est un journal qui a toujours été joyeux. Alors Alexandra, tu places les... Pour recevoir ce prix, j'appelle Michel Bécambois, rédacteur en chef, et Nicolas Valotto, directeur artistique, à venir me rejoindre. On peut les applaudir. Bonjour, félicitations. Bonjour. Bravo pour ce prix. Bonjour, bah oui, merci beaucoup. Ça nous touche beaucoup de recevoir ça. C'est vrai que c'est toujours un peu étrange de recevoir un prix de la meilleure initiative éditoriale pour quelque chose où on est soi-même le sujet. Normalement, un journaliste, ça regarde le monde. Là, sur ce hors-série, on s'est regardé un petit peu nous-mêmes. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait croire au premier abord, parce que les combats de libération dont on a voulu parler, en fait, c'est les combats qui nous occupent tous depuis 50 ans. Et donc, c'est plutôt un miroir de la société quand on parle de combats pour les luttes féministes, quand on parle d'environnement dans Libération, quand on parle des jeux vidéo, quand on parle de la prison, quand on parle de la peine de mort. C'est des combats qu'on a pu mener, qui sont achevés aujourd'hui, ou c'est des combats qu'on mène toujours encore. Mais c'est pas finalement tant de nous qu'on a parlé que de ce miroir que Libération a voulu être. Et voilà, c'était surtout ça le but. Et puis il y avait aussi quelque chose d'assez original à faire ce hors-série, c'est que pour la première fois, on a célébré un peu notre anniversaire sans qu'il y ait à Libération de gens qui avaient vécu ces moments de la Fondation de Libération et qui étaient encore là. Et du coup, il y a une sorte de transmission, puisque les journalistes d'aujourd'hui ont recontacté les journalistes de l'époque pour se replonger dans cette histoire-là et redonner des racines à tous ces combats. Et donc cette transmission-là entre le Libération d'hier et le Libération d'aujourd'hui, c'est aussi ce qu'on a voulu faire pour le lecteur, en espérant que le lecteur aussi d'aujourd'hui puisse s'identifier un peu ou comprendre celui d'hier. Voilà. Moi, je rajoute rien. Tout est très bien dit. Non, je suis très content. Moi, je suis plutôt un metteur en scène des articles et des images qui me sont données tous les jours à travailler et à réunir. Donc, je suis hyper fier de ce prix parce que c'est encore un prix de collaboration où on est tous ensemble à travailler sur un super projet. Donc, merci beaucoup au jury. Pas grand-chose non plus à ajouter, si ce n'est que pour ceux qui ne l'auraient pas lu, il est toujours en vente sur la boutique de Libération. Juste peut-être, moi ça fait 25 ans que je travaille à Libération et j'ai pas eu une seconde le temps de m'ennuyer. Et on est dans un prix d'innovation et je pense que la presse écrite a encore beaucoup de choses à dire, à faire et à explorer en termes d'innovation. Merci. Félicitations pour cette heure. Ne partez pas tout de suite, ce serait bien dommage, puisqu'il manque une jolie photo dans la lumière avec Régis. Et on enchaînera juste après avec la meilleure une de presse. On est à la bourre, donc je vais commencer à parler beaucoup plus vite. Un argent dans cette catégorie qui revient à la couverture de Diverto avec Nicky Doll pour Drag Race. On peut les applaudir pour cet argent. La rédaction a choisi en août 2023 de mettre en avant la 2e saison de Drag Race France, diffusée sur France 2, en dédiant sa une à ce programme devenu emblématique de la culture LGBTQIA+. En étant le seul magazine télé à le faire, Diverto a montré son engagement pour la promotion de toutes les cultures populaires et son soutien à une communauté trop souvent marginalisée. Bravo à vous. On enchaîne avec la catégorie meilleur programme initiative sur un média digital.
Et on commence avec un argent qui revient aux coulisses de l'info de France Info. Dans un contexte de méfiance grandissante envers les médias et dans une volonté de transparence, France Info a ouvert les portes de sa rédaction pour une série de vidéos destinées à montrer la fabrique de l'information. Avec les coulisses de l'info, le public suit les reporters sur le terrain pour comprendre comment se réalise une tranche d'information ou encore le fonctionnement de l'agence de vérification de Radio France. Bravo à vous. On continue avec un or qui revient. Vous pouvez applaudir pendant que je trace. Qui revient au radio digital événementiel de RMC. Les grands événements sportifs ont lieu principalement en été, vous le savez, Jeux Olympiques, Coupe du Monde, Tour de France. Et RMC a pour habitude de leur dédier une très large part de son antenne. La programmation hivernale de la Coupe du Monde de football au Qatar 2022 a été un défi. Il fallait que la radio puisse proposer à ses auditeurs à la fois de suivre leurs émissions habituelles et de vivre intensément le mondial. Et pour ça, RMC a lancé sa toute première radio digitale événementielle, RMC 100% Coupe du Monde, accessible sur l'appli RMC. On peut les applaudir et on les accueille tout de suite sur scène. Pour recevoir ce prix, j'appelle pour RMC Emmanuel Renard, directeur de la rédaction, et Grégory Caranoni, directeur de l'antenne. Et pour Altis Média, Thomas Loignon, directeur digital. Bonjour, bravo. Félicitations. Merci. Bonjour à tous. Notre stratégie à RMC, c'est d'offrir le choix, comme vous venez de le dire. Quand on a une grille traditionnelle avec nos programmes habituels et qu'on a des événements sportifs, on n'a toujours qu'une seule radio. Alors qu'on fait quoi ? On invente une deuxième. On en crée une autre, on invente, on innove. Et on essaie d'embarquer toute la rédaction avec nous, toutes les équipes techniques, broadcast, produits, régie, marketing, enfin tous les gens qui nous aident chaque jour à construire nos émissions. Et c'est pour ça que ce prix il compte. Il compte vraiment pour nous parce qu'on y met du cœur, on y met de la passion, on y met de l'envie, on y passe beaucoup de temps. Et c'est la récompense de tout cet investissement des radios dont on a parlé là. Donc merci au jury et merci à tous. Bonjour à tous, merci à Stratégie de nous offrir ce prix. C'est Radio Digital, c'est l'aboutissement de trois choses. D'abord, c'est un peu le 13e mois des audiences digitales d'RMC. Ces multiples radios digitales, c'est aussi un enthousiasme qu'on a vraiment trouvé dans notre rédaction. Les journalistes collaborent, sont curieux, envieux de pouvoir collaborer l'une après l'autre à ces radios digitales qui se montent de manière éphémère, d'un jour sur l'autre, pour une émission de 2 heures, comme c'était le cas le 8 mai à Marseille pour La Flamme, ou un événement de 6 semaines, comme la Coupe d'Afrique des Nations encore en janvier. Et puis c'est aussi un revenu publicitaire additionnel qui est intéressant de ce point de vue-là. Juste pour vous dire qu'effectivement on a commencé à la Coupe du Monde de foot en 2022, mais on va traverser un été de sport assez exceptionnel en France, de Roland-Garros au Tour de France, l'Euro 2024 en Allemagne, pays voisin, puis évidemment le point d'orgue avec les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce sera aussi un très gros été de sport en radio digitale sur RMC, donc je vous invite à les découvrir. Ça commence avec 100% terre battue dans quelques jours à Roland-Garros. Et puis on va bientôt à RMC être doté d'un outil parfaitement dédié, un tout nouveau studio des radios digitales qui permettra toujours sur cette idée d'offrir un choix, une alternative, de ne pas avoir à choisir entre un débat des européennes et un match de foot, mais de pouvoir offrir à nos auditeurs la possibilité d'écouter les deux. On aura ce studio qui permettra de faire non pas 1, 2 choix, mais jusqu'à 3 flux, 4 flux, 5 flux en même temps et de pouvoir offrir cette offre à nos auditeurs. Merci encore. Félicitations, merci à vous. Restez bien ici, bien au centre, bien dans la lumière pour la photo. Et avancez-vous, regardez, Régis n'en peut plus. Il dit dans la lumière, s'il te plaît. Ils sont dans l'ombre, ça rend rien. Je suis nul. Non, t'es le meilleur, Régis. Tu vas y arriver. Encore bravo à vous. On enchaîne avec la catégorie meilleur podcast natif. Une catégorie riche en récompenses avec un premier bronze ex-aequo qui revient à Spotify pour le podcast Sauce algérienne. Dans la première saison, 6 jeunes Français se confiaient sur leur histoire familiale en lien avec la colonisation et la guerre d'Algérie. La seconde franchit la Méditerranée et part à la rencontre d'une dizaine de jeunes Algériens qui racontent l'héritage de cette Algérie post-62. Ce podcast a été conçu pour être à la fois caisse de résonance des messages de la jeunesse algérienne et un média pédagogique à destination des auditeurs français. Bravo, on peut les applaudir pour ce bronze ex-aequo.
Le second bronze ex-aequo revient à France Info pour le podcast Ça dit quoi ? Ce rendez-vous quotidien de 5 minutes chrono, écrit, enregistré et monté par le journaliste Léo Técher, aborde les thèmes de société qui touchent les jeunes, mais aussi l'international, la politique, le sport et la culture. Ça dit quoi ? Est devenu le meilleur podcast natif quotidien France Info, avec 265 000 écoutes en moyenne chaque mois. On peut les applaudir. Bravo pour ce bronze. L'argent revient à France Inter pour le podcast Israël-Palestine, Anatomie d'un conflit. Par le biais d'une conversation entre deux historiens, Thomas Negaroff et Vincent Lemire, ce podcast revient en 6 épisodes sur les origines et les grandes étapes du conflit israélo-palestinien depuis les toutes premières revendications. Bravo à vous pour cet argent. Et enfin, l'or est attribué à Spotify pour Canapé 6 places. On peut les applaudir. Création originale Spotify, imaginée et incarnée par Léna Situation. Canapé 6 places est un podcast au format hybride. D'un côté, un format vidéo où l'influenceuse reçoit des personnalités issues du monde de la culture, de la mode ou du sport. De l'autre, un format audio plus introspectif où Léna Mafouf parle en toute sincérité de sujets qui lui tiennent à cœur. Et sans plus attendre, pour recevoir ce prix, j'appelle pour Spotify Claire Azan, Head of Studios, et Léna Mafouf. Bonjour, bienvenue, bravo. Bonjour, bravo. Bienvenue. Et aussi, je rajoute Anaïs Dupuis, qui est productrice du podcast chez Spotify, et Evan Nataf, qui travaille avec Léna et qui est le fondateur de l'agence Beastly. Voilà, on était un peu intimidés aussi, donc on est venus à 4. Bienvenue et félicitations à vous. Alors, en un an, vous avez attiré des personnalités de premier plan comme Aya Nakamura, Pierre Ninet, Squeezie, mais aussi des personnalités internationales comme, entre autres, Eva Longoria. Un succès énorme. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce succès et puis sur les prochains à venir également ? Bonjour, je m'appelle Léna, enchantée, et j'avais rien compris, je ne savais pas que je devais monter sur scène, du coup je suis un peu intimidée de vous voir tous. Mais je suis trop contente, c'est trop chouette, c'est le premier prix qu'on reçoit pour Canapé 6 places. Et c'est moi qui suis toute seule, certes sur le canapé avec un invité, mais c'est aussi toute une grande team devant, derrière les caméras. Et c'était quoi la question du coup ? C'était si vous pouviez nous raconter ce qui allait se passer après dans Canapé 6 places, qui a déjà un succès énorme. Ouais, c'est fou. C'est vrai qu'à la base, c'était censé être un peu un side project, un petit truc en plus que je faisais à côté de mes vidéos ou de ce que je faisais déjà. Et au final, dès le premier épisode, ça faisait partie intégrante de nos semaines. Le mercredi était devenu jour sacré pour Canapé 6 places. D'ailleurs, n'hésitez pas, aujourd'hui, on a Élise Lucet sur Canapé 6 places qui arrive. J'avais pas le droit de le dire ? Si, bon. Et puis Spotify nous a fait confiance parce qu'on est arrivé, moi j'étais très timide et j'ai l'habitude de parler de moi à travers mes vidéos. Et je crois que j'en avais un peu marre de parler de moi et je voulais donner la parole à des gens que j'ai eu l'opportunité et le privilège de rencontrer à travers ce métier qu'est l'influence. Et je me disais c'est un peu égoïste de garder ces rencontres que pour moi parce qu'elles m'ont beaucoup apporté, elles m'ont beaucoup inspiré. Et donc quand je rencontre un Omar Sy ou Eva Longoria, j'ai envie de le partager. Et j'ai envie de partager la parole, comme là tout de suite, j'ai vraiment envie d'arrêter de parler, de donner le micro. Merci. Merci Léna, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Vous savez, le podcast, on en parle beaucoup. Beaucoup de gens font du podcast, il y a une grosse effervescence, mais c'est un média qui est encore jeune, qui a encore besoin de grandir. Et ce qu'on essaye de faire avec l'équipe de Spotify depuis le début, et avec Léna sur ce projet, c'est de montrer qu'il peut y avoir de plus en plus d'auditeurs, de montrer que le podcast, c'est aussi un format créatif incroyable où il y a un terrain nouveau d'expression pour les créateurs et d'inspirer de plus en plus de monde à s'emparer de ce format et à y faire leur propre espace. J'espère que c'est ce qu'on arrive à faire là. Évidemment, mais tu l'as dit, en fait, c'est pas facile. C'est un format qui demande de l'engagement, de la récurrence, etc. Et ça marche pas simplement parce que Léna a déjà une communauté ailleurs. Ça marche parce que tu mets du cœur, de l'énergie, de l'engagement, de la récurrence. Et je te remercie d'avoir compris ça rapidement sur ce format. Et ça ne tient pas tout seul parce qu'il faut faire tenir 3 journées en une en général. Et donc, on est accompagné par Beastly et aussi par Binge Audio qui nous aide sur la production. Et je remercie vraiment toutes les équipes pour ça, pour ce petit miracle qui arrive chaque mercredi. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non, c'est bon. Excellent.
Encore bravo, je vous invite à rester sur scène pour la photo. Et on l'a bien compris, on ne manquera pas de regarder l'épisode avec Élise Lucet. Et merci pour ce scoop, du coup, j'en profite. Et juste après, on enchaînera avec la catégorie meilleur lancement ou refonte d'un média. Encore bravo, merci. Dans cette catégorie, 2 argents ex aequo ont été décernés. Le premier revient à Géo, une marque média à impact. Félicitations à vous. Géo est né de l'envie de partager la beauté du monde à une époque où il restait des territoires inexplorés. Depuis fin 2023, la marque a choisi de déployer une nouvelle ligne éditoriale pour proposer un contrat de lecture plus engagé. Cette révolution s'accompagne d'une vaste campagne de communication sur le concept de géothérapie, incitant ses lecteurs à se reconnecter à la nature pour leur bien-être et pour ne pas céder à l'éco-anxiété. Félicitations à vous. Le second argent ex aequo revient au lancement de TV Monaco, première chaîne publique et internationale de la principauté de Monaco. Bravo à vous pour cet argent ex aequo, avec une ligne éditoriale qui s'articule autour de 4 grands piliers, l'environnement, l'actualité, le sport et l'art de vivre. La chaîne se positionne comme un média engagé pour la protection de notre planète et résolument tourné vers le monde. Bravo. Enfin, l'or est attribué à Harper's Bazaar France. Bravo pour ce prix. En une année seulement, j'ai envie de dire, le magazine s'est taillé une place sur mesure dans l'univers de la presse mode et luxe. Regardez. Pour recevoir ce prix, j'appelle Maria Isabelle de Saint-Beauzel, directrice déléguée pôle luxe Prisma Media Solutions, Cassandre Rossignol, brand manager Harper's Bazaar et Claire Léost, présidente du groupe Prisma Media. Bonjour, félicitations à vous. Bonjour, bravo. Merci à tous. Malheureusement, Claire a dû repartir. Donc je suis seule avec Cassandre. On est très fiers d'avoir ce prix parce qu'on entend souvent dire que la presse magazine ne se porte pas bien. Et c'est vrai que même si Harper's Bazaar avait 150 ans d'existence, 30 éditions internationales, c'est un challenge en fait de le lancer parce que l'offre de la presse féminine est quand même pléthorique. Et le lancement, comme on peut voir aujourd'hui, merci au jury, est un lancement d'envergure et réussi. Donc, Olivier Lalanne, malheureusement, n'a pas pu être là non plus. Il vous dirait que Bazaar est une variation en fait, de la presse féminine luxe, avec un contenu en fait, de qualité, 100% français, et reconnu en fait, aujourd'hui des lecteurs. J'en profite pour remercier rapidement aussi tous nos partenaires qui nous font confiance et qui participent à ce succès. Et je passe la parole à ma petite amie Cassandre. Merci. Bonjour à tous. Bon, je vais faire courte, elle a tout dit, mais encore un grand merci au jury pour ce prix et ce au nom de toute l'équipe Bazaar France. On est vraiment très fiers de ce lancement et on continue tous les jours au quotidien de faire vivre cette belle marque en France sur le print et sur le digital. Vous l'avez vu dans la petite vidéo, mais de nouvelles innovations arrivent et tout plein de projets et on est ravis, on a hâte que vous les découvrez. Donc, comme on dit aujourd'hui, restez connectés pour ne rien rater. Merci à tous. Merci à vous. Encore bravo pour ce prix. Je vous laisse rester quelques instants supplémentaires sur scène et nous enchaînerons avec la prochaine catégorie meilleure innovation dans le traitement de l'information. Encore bravo. Dans cette catégorie, un argent décerné à C'est quoi l'info de France Info en réponse à la désinformation galopante qui circule notamment sur les réseaux sociaux. France Télévisions a lancé C'est quoi l'info, une offre d'information quotidienne dédiée aux 12-18 ans. L'émission traite de tous les sujets, les faits d'actualité les plus marquants, les sujets qui concernent directement les ados, ceux qui les passionnent. Bravo à vous pour cet argent, on peut les applaudir.
Et on enchaîne à présent avec un premier or ex aequo qui est attribué aux origines du réchauffement climatique, un format inédit et ambitieux sur la transition écologique de TF1. À l'occasion de la COP28 à Dubaï, le JT de 20h a diffusé un sujet inédit sur les origines du réchauffement climatique. Cette prouesse technologique avec un tournage dans un studio volumétrique et l'usage de l'intelligence artificielle a offert une expérience immersive et surtout inédite aux téléspectateurs. Et je vous propose de regarder un extrait. Mais alors pourquoi a-t-on aujourd'hui autant de mal à se passer de ces énergies? Pour mieux comprendre, il faut remonter le temps et revenir à l'origine de toute cette histoire. Vive la France! Bienvenue au 19e siècle en Europe. C'est ici, à cette époque, que tout a commencé. Pour la première fois, on réussit à dompter ces énergies fossiles à grande échelle pour transformer notre façon de... C'est génial. Pour recevoir ce prix, j'appelle pour TF1 Yannick Ezard, journaliste, responsable de l'innovation de l'information, Christophe Aragona, concepteur artistique, et Guillaume Porteux, rédacteur en chef du 20h de TF1. Bonjour, bravo. Merci beaucoup. Écoutez, on est très touchés de recevoir ce prix parce que d'abord, il distingue ce format qui nous tient particulièrement à cœur. Et puis, il confirme une conviction que moi qui m'anime depuis 15 ans, qui est que l'innovation elle est nécessaire dans le journalisme également pour pouvoir apporter davantage de pédagogie, de facilité de compréhension sur des sujets qui sont très complexes, comme le réchauffement climatique. C'était le cas ici. Et nous, en tant que journalistes, on a une responsabilité qui est très forte sur ces sujets. Il faut qu'on aide le public à se rendre compte de ce qui est en train de se passer, des transformations que le monde d'hier, ce qu'on a montré, ont imposé un petit peu au monde d'aujourd'hui et les défis que le monde de demain nous impose. Donc on est très heureux d'avoir pu le faire avec ces moyens innovants. En effet, on a utilisé de la vidéo volumétrique, c'était une première en France dans l'information, de l'intelligence artificielle générative, justement pour donner à comprendre un petit peu tous ces sujets. Donc merci beaucoup à Christophe Aragona qui m'accompagne sur tous ces formats, qui est toujours très exigeant et qui aime bien relever un peu les défis technologiques comme ça qu'on se fixe. Merci à Élise Chambéron qui n'est pas là mais qui a fait tout le design sonore de ce format. Il y a beaucoup de travail. Merci à Thierry Tuillier pour sa confiance et à toute l'équipe du journal de 20h. Et puis comptez sur nous pour continuer à mettre l'innovation au service de l'information. Bon, bah écoute, tu as tout dit, Yanni, donc je me sens un peu bête là. Mais enfin, en tout cas, avec Yanni, ça fait un petit moment qu'on travaille sur. Ça fait plusieurs années qu'on travaille sur différents formats, que ce soit des plateaux, du direct, et donc et effectivement aussi des reportages. Et avec ce souci, parce qu'on travaille pour l'information, donc avec on va dire une exigence particulière, ce souci d'être au plus juste sur le fait d'informer ou le fait d'expliquer les choses. Et donc là, pour cette chose-là, enfin, effectivement, il y a un peu d'IA générative qu'on aborde, ça nous intéresse, mais on reste un petit peu vigilant. Enfin, peut-être un peu timide, mais un peu vigilant avec l'IA. Mais surtout, on a utilisé cette fameuse technologie de vidéo volumétrique qui nous occupe beaucoup, qui est, moi, en tant que concepteur graphique, c'est franchement une ouverture en champ des possibles complètement incroyable qui est offerte, quoi, et qui coche pas mal de cases finalement sur nos ambitions de mise en scène. Voilà, je remercie, tu l'as fait, l'excellente Élise Chambéron qui a fait l'environnement sonore de ce sujet et qui travaille aussi régulièrement avec nous. Et finalement, c'est une équipe très réduite. Yanni, Élise et moi, on arrive finalement à concevoir ce genre de choses. Et merci à Thierry Tuillier qui a su insuffler il y a quelques années vraiment une grosse dynamique voilà, pour mettre en scène ce genre de choses. Merci, bravo à vous. Restez bien en place. Régis va vous prendre en photo et nous allons enchaîner avec un second or ex aequo dans cette sous-catégorie meilleure innovation dans le traitement de l'information. Encore bravo. Le second or ex aequo est donc attribué à Ouest France pour Climate Stripes. Alors que les phénomènes extrêmes se multiplient, Ouest France propose depuis octobre 2023 Climate Stripes, un outil interactif permettant aux Français de visualiser concrètement comment la température a évolué dans leur commune depuis leur naissance jusqu'à aujourd'hui. Regardez.
Est-ce que je peux vous poser une petite question rapidement pour West France? Est-ce que vous pensez que le climat il a évolué depuis que vous êtes né? Les températures moyennes elles sont en hausse, vous pensez? Oui. Et est-ce que vous avez une idée de combien environ? Non, ça je pourrais pas vous dire. Près de 10 degrés, je pense. On parle beaucoup de réchauffement climatique, mais c'est souvent difficile de le regarder à sa propre hauteur. Et si à l'échelle du globe, la température a augmenté de plus 1,1 degré depuis 1900, ce chiffre cache en fait de nombreuses disparités territoriales. C'est pour ça que West France a créé un nouvel outil permettant de savoir avec précision comment le climat a changé près de chez vous. Il permet notamment de voir l'évolution de la température moyenne de votre ville depuis votre année de naissance jusqu'à aujourd'hui. À Rennes, par exemple, la température moyenne a augmenté de 1,06 degré depuis 1985. Pour recevoir ce prix, j'appelle pour West France Yves Gourmelon, chef du desk numérique. Bienvenue, bravo pour ce prix. Merci, je suis accompagné de Itsier King, qui est notre journaliste data, qui a grandement participé à ce projet. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors, comme on est des journalistes d'écrit, avec Itsier, on a fait un petit mot pour vous remercier tous pour cette récompense qui est à la fois récompense un travail collectif de la rédaction, mais également un engagement fort du groupe West France en matière d'environnement et de politique RSE. Quand nous avons initié ce projet il y a un peu plus d'un an, nous n'imaginions pas à l'époque qu'on battrait l'année 2023 serait l'année la plus chaude en termes de température et que nous enchaînerions 11 mois de records mensuels consécutifs dans la foulée. Donc, la question qui nous animait à l'époque, c'était plutôt comment réussir à parler du changement climatique et le mettre à portée de lecteur, parce qu'on se rendait compte qu'on avait beau faire des papiers pédagogues, c'est une thématique qui a beaucoup de mal à toucher en fait le grand public. Et donc, on trouvait qu'avec ce Climat Stripes, il y avait une façon de concrétiser et de rendre de façon ludique le réchauffement climatique. C'est aussi ce qu'on a voulu montrer en y ajoutant une partie prévision à cet outil, c'est-à-dire même si on s'est aperçu que la réalité du changement climatique est bien plus forte que les prévisions nous laissent percevoir aujourd'hui. Donc un grand merci à Itsier pour son énorme travail de data réalisé à partir de la base de données. Je tiens aussi à remercier Gilda Desroseaux, notre chef du service infographie, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais qui a piloté ce projet avec moi. Et puis un gros merci au groupe SIPA West France pour nous avoir permis de mener à bien ce projet. À une période où les sujets environnementaux font un peu moins recette, voire se retrouvent même parfois sur la sellette, on peut se réjouir de travailler pour un média indépendant qui est détenu par une association et qui a hissé la préservation de notre environnement au rang de ses valeurs. Alors, comme nous relève le dernier rapport du GIEC, nous en sommes convaincus à West France, les médias ont un rôle crucial dans la perception qu'a le public du changement climatique. Il ne s'agit pas tant de convaincre les gens de changer ou de les amener à réfléchir différemment en s'appuyant uniquement sur des faits. On a vu tout à l'heure dans l'enquête IFOP que la couverture du dérèglement climatique restait sous la moyenne. C'était le sujet qui était sous les 50%. Mais si cet outil contribue ne serait-ce qu'un petit peu à améliorer ce score, alors nous aurons rempli en partie notre mission. Merci. Bon, j'ai pas grand-chose à dire. Je remercie aussi le jury de nous avoir choisis. Et je remercie à Yves de m'avoir fait confiance pour cette idée-là. Et merci à West France de nous avoir donné du temps pour ce projet qui a duré des mois. Donc merci tout le monde. Félicitations pour ce prix. Je vous invite à rester sur scène. Régis va vous prendre en photo. Aucune récompense n'a été attribuée dans la catégorie meilleure enquête. On enchaîne donc avec la deuxième grande catégorie. Il s'agit de meilleure stratégie. Félicitations à vous. Meilleure stratégie de développement éditorial et les meilleures stratégies vidéo. Dans cette catégorie, le jury a remis un argent à la Vertical Combat de RMC Sport. Fin 2022, RMC Sport a décidé de miser sur le MMA avec une stratégie vidéo en 4 phases. Une partie notoriété avec un film sur YouTube et des contenus sociaux courts pour faire connaître l'histoire du sport. Une partie engagement avec des vidéos sociales. Une partie transformation avec des vidéos expliquant comment voir le combat via un abonnement. Et enfin, une partie live avec la diffusion des premiers combats de la soirée en exclusivité sur la chaîne Twitch de la chaîne. Félicitations à vous pour cet argent.
On continue avec un or qui revient aux Parisiens. Félicitations à vous. Pour lutter contre l'érosion des ventes de papier et adapter son offre de contenu aux habitudes des audiences numériques, le quotidien a choisi de proposer des formats innovants, conçus et adaptés aux spécificités des plateformes, des sujets courts pour couvrir l'actualité chaude, des reportages originaux et contenus longs pour mieux comprendre et contextualiser, et des séries originales devenues des marques à part entière. Regardez. Et pour recevoir ce prix, j'appelle pour le Parisien Sophie Gourmelin, directrice générale, Pierre Chausse, directeur délégué des rédactions, Julien Sofianos, rédacteur en chef en charge du pôle vidéo, à venir me rejoindre. On peut les applaudir. Bonjour, félicitations. Bravo pour ce prix, bonjour. Merci, merci beaucoup. Je remercie d'abord le jury, composé de professionnels des médias, et pour nous c'est important d'avoir cette reconnaissance. On est un média historique, on en parlait tout à l'heure, les médias historiques savent innover, et je pense que là ce qu'on a fait en vidéo sur le Parisien le prouve. Il y a des petites, je crois qu'il y avait c'est une vieille vidéo que vous avez projetée sur le Parisien, donc ça me permet de rectifier à peu près tous les chiffres qui ont doublé par rapport à la vidéo que vous avez vue là. Ça devait être la vidéo qu'on a fait l'année dernière sur la stratégie vidéo du Parisien. On est aujourd'hui un média qui, grâce à ça, touche une audience très différente de nos lectorats habituels. C'est sûr que la vidéo nous a permis d'aller chercher une audience beaucoup plus jeune. On est très présent sur TikTok. Julien va en parler par exemple. On a maintenant 1 million d'abonnés sur TikTok. Donc autant vous dire que ce ne sont pas les mêmes qui nous lisent et nous regardent sur le journal et sur TikTok. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important, et ce qui permet de dire que la marque Le Parisien aura un avenir bien au-delà de ces ventes papier qui effectivement sont pas toujours faciles, mais je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut noter et s'en féliciter. Je remercie toutes les équipes et particulièrement Julien qui est le patron de la rédaction de la vidéo, qui est composé non pas de 15 journalistes maintenant mais de presque 30. Donc vous voyez à quel point les choses ont évolué vite. C'était un enjeu important, on a misé sur ça, on a donné des moyens, on a donné des ressources, et ça permet aujourd'hui d'avoir cette belle panoplie de vidéos qui vont du reportage à la série, plein de choses à regarder. Je pense que vous avez tous été à un moment donné confrontés à une vidéo du Parisien, donc c'est ce que l'on cherche. Oui, je vais vous parler rapidement des gens avec qui je travaille. C'est d'abord l'équipe que j'encadre, cette trentaine de journalistes qui sont des gens, je vais le dire, assez formidables, avec des forts caractères, qui me challengent régulièrement, qui me bousculent sur les nouveaux usages, sur la nouvelle manière de tourner, sur nos challenges éditoriaux. Et moi, je suis là avec l'équipe d'encadrement pour leur donner des garde-fous, pour leur rappeler les valeurs du journal, mais surtout pas pour les brider dans l'innovation et dans l'envie qu'ils ont, parce que c'est des acharnés de boulot, des grands travailleurs, et des gens qui ont une vision très fine de là où ils veulent aller. Donc en ça, je les remercie. Et puis, quand on a une équipe comme ça à encadrer, il faut remercier évidemment Sophie, Pierre Chausse, Nicolas Charbonneau, qui sont à la direction du journal, parce qu'ils nous laissent à l'initiative une grande liberté de ton, une grande liberté éditoriale, et c'est une grande marque de confiance pour moi, et ça compte beaucoup, donc merci. Voilà. Félicitations. Bravo pour ce prix. Et juste après la photo, on continuera avec la meilleure présence sur les réseaux sociaux, stratégie d'interactivité. Bravo.
Un or uniquement dans cette catégorie qui revient à Gala, l'histoire d'une success story TikTok. Après un lancement de son compte TikTok en 2020, Gala a franchi la barre symbolique des 10 millions d'abonnés en janvier 2024 pour devenir le premier média européen et le 3e mondial. On découvre ça en images. Et pour recevoir ce prix, j'appelle Stéphanie Delattre, directrice déléguée Pôle Développement, et Karine Rieland Mardi-Rossian, directrice générale déléguée Digital, à venir me rejoindre sur scène. On peut les applaudir. Bonjour, félicitations. Bonjour, bravo pour ce prix. Merci beaucoup. Une marque traditionnelle, Print Magazine, qui perce sur TikTok, c'est pas évident. Et ben pour Gala, c'est vrai, c'est une réalité. 3e marque média au monde sur TikTok, première marque média en Europe sur TikTok. Le succès est assez phénoménal. On a une rédaction qui est, de par l'ADN de Gala, au plus proche des célébrités. On a 10 personnes sur le côté social qui sillonnent le monde en permanence. Ils étaient la semaine dernière au Met Gala. Alors, Léna n'est plus là, mais sur sa sortie de l'hôtel, on a fait 10 800 000 vues en 24 heures. Donc, voilà, c'est ça le succès de Gala. Donc, au nom de la rédaction, bien évidemment, un grand merci. Toute la rédaction a été délocalisée à Cannes pour le festival. Il y a 40 personnes qui vivent au rythme des 24 heures du festival. Ils éditent une édition quotidienne de Gala en print et ils font des captations vidéo de toutes les préparations des acteurs, des actrices, des personnalités du cinéma, de toutes les montées des marches. Ils donnent de la résonance à nos partenaires sur tous ces événements qui se trament à Cannes en ce moment. Donc un grand merci au nom de la rédaction et un grand merci évidemment au nom de Média Figaro. Merci beaucoup. Est-ce que Karine, tu rajoutes quelque chose? Juste 2 mots, un grand merci à la rédaction parce qu'ils font un travail formidable et on est ravis nous d'échanger puisqu'on est côté Média Figaro, donc régie. Donc ce côté très réactif, agile et créatif, ils savent très bien nous challenger et donc, comme le disaient très bien nos confrères du Parisien, c'est une façon nous de recruter aussi de nouveaux lecteurs. C'est des profils complètement différents parce que effectivement la manière dont on adresse les sujets, la façon de filmer est totalement plus innovante, plus actuelle. Et puis, c'est une manière aussi de diversifier la manière dont on accompagne nos clients pour communiquer. Donc, on est évidemment ravis de travailler avec eux et merci au jury. Voilà. Félicitations en tout cas à vous pour ce prix et pour cet incroyable succès et cette performance sur TikTok. Restez avec nous quelques instants de plus. Et juste après, nous continuerons avec la 3e grande catégorie, meilleure diversification de la marque média et le meilleur événement. Encore bravo. On débute avec un bronze qui revient à « C'était bien hier, ce sera mieux demain ». Le colloque exceptionnel des 70 ans de l'Express. Au programme 2 temps forts. Pourquoi ça sera mieux demain? Une conversation entre le professeur Francis Fukuyama et Bruno Le Maire sur la démocratie. Et cap sur 2093, une projection dans l'avenir pour imaginer à quoi ressemblerait le monde dans 70 ans. Félicitations à vous, n'oubliez pas de récupérer votre diplôme au cocktail. On continue avec un argent qui revient au Climat Libé Tour, la tournée des solutions écologiques de Libération. La rédaction est partie de ville en ville sur les routes de France, se faisant l'écho d'un pays en mouvement et tenant chronique des gestes et des solutions qui s'engagent au quotidien pour changer ses habitudes et lutter à son échelle contre le réchauffement climatique. Félicitations à vous pour cet argent. On peut les applaudir pour ce bronze, évidemment, et cet argent. On termine cette catégorie avec un or qui revient à J'apprends l'info. On peut les applaudir, bravo. France Info et Bayard Jeunesse se sont associés dans une opération de sensibilisation à l'information de grande ampleur auprès des scolaires et des enseignants.
bienvenue sur scène. N'hésitez pas à me rejoindre, je vous appellerai juste après. Le coup d'envoi a été donné le 11 janvier 2024 avec 2 webinaires de 45 minutes sur le pouvoir des... Non, mais restez sur scène, oh là là, partez pas. Ah, ok. Sur le pouvoir des images pour les 7-11 ans et les 10-15 ans au Studio 104 à Radio France et en streaming. Et on regarde tout de suite une courte vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler du pouvoir incroyable des photos. Maintenant, c'est l'heure de jouer. On commence avec le quiz. Souvent, quand on est connu, les gens utilisent notre image pour la manipuler. Et elles sont avec nous sur scène. Marion Joseph, rédactrice en chef à Strapi, c'est bon, j'ai de la mémoire. Karine Talbot, directrice communication. Et pour Bayard Jeunesse, Héloïse Desmonstiers, directrice adjointe. On peut les applaudir. Bienvenue, bravo pour ce prix. Merci beaucoup. Quoi non? Ah oui, il faut que vous avanciez encore. C'est toujours la même chose, hein, vous savez. Merci beaucoup pour ce prix et merci au jury de nous avoir récompensés. C'est vrai que c'était un travail de longue haleine et puis on y a mis tout notre cœur, donc on est très fiers et très heureux d'avoir ce prix. C'est un travail collectif, hein, c'est un travail de 2 équipes, France Info, avec toute son expertise de l'information, et puis le travail évidemment aussi de toute l'équipe de Bayard Jeunesse, avec toute son expertise sur la jeunesse, et tout ce savoir-faire réuni fait que voilà, on a des beaux projets ensemble depuis plusieurs années d'ailleurs maintenant. Et puis J'apprends l'info, on a passé un nouveau cap parce qu'il nous semblait essentiel évidemment d'accompagner les enfants et les enseignants dans le traitement de l'information, dans comment on fabrique une information et puis comment on la décrypte. Aujourd'hui, c'est un enjeu absolument essentiel, comme vous le savez, dans un monde de plus en plus connecté, d'éduquer nos enfants à l'information. Voilà, donc on a lancé ce beau projet inédit totalement, c'est des webinaires interactifs pour proposer ces outils pédagogiques aux écoles. On a commencé par un premier webinaire en janvier et on a donc réuni plus de 40 000 enfants. 40 000 enfants qui se sont connectés ensemble sur ce webinaire. C'était fou, on ne s'attendait pas à de tels chiffres. On avait des enfants qui étaient connectés en France, dans tous les coins de France, dans les grandes villes, Marseille, Lille, Strasbourg, mais aussi dans des tout petits bourgs, dans des zones rurales. Ça, c'était génial. Et puis aussi des enfants qui nous ont suivis partout dans le monde, au même moment, au Chili, aux États-Unis, au Sénégal, au Maroc, en Argentine. Bref, c'était dingue. C'était vraiment un moment magique à vivre ensemble, de tout ce rassemblement d'enfants et puis pouvoir leur inculquer notre savoir-faire en termes d'information. Et puis, voilà, je pense que ça nous a inspirés et on va continuer toute l'année à faire ces webinaires parce que c'est pas seulement un one-shot. L'éducation à l'information, c'est un programme de très long cours. Et je crois qu'avec nos amis de Bayard, on a cette passion d'éduquer nos enfants à l'information. Et je me permets juste de vous demander de reculer d'un pas, puisque un coup c'est trop loin, un coup c'est trop près. Là c'est bien. Super. Merci. Merci beaucoup pour ce prix. C'est vrai que l'éducation aux médias, je pense que le succès de ces webinaires, ça prouve que l'éducation aux médias, c'est important et aussi que ça peut se faire de façon ludique et joyeuse. C'est ce qu'on cherche à faire avec ces webinaires tout au long de l'année. Par exemple, le dernier webinaire, les enfants se mettaient dans la peau d'un journaliste et y participaient depuis leur classe ou depuis la maison de la radio à décider à chaque moment les étapes du reportage qu'ils menaient. Et ils étaient à fond des deux côtés, dans leur classe ou à la maison de la radio. Et voilà, et cette dimension vraiment interactive, ludique et joyeuse aussi de l'éducation aux médias et à l'info, elle est très importante pour nos deux maisons, je crois. Voilà, c'est vrai que ça fait 5 ans qu'on a lancé ce podcast Salut l'info qui a inspiré ensuite tout le programme. C'est un podcast hebdomadaire à hauteur d'enfants, donc pour les 7-11 ans. Et l'actualité à hauteur d'enfants, chaque année, chaque semaine, il y a un enfant qui commente l'actualité avec nous. Et l'actualité à hauteur d'enfants, ce
qui est très important aussi, c'est que ça peut être aussi bien leur permettre de décoder un peu tout ce qu'ils entendent sur Gaza, sur l'Ukraine, sur tout ça. Et ça peut être aussi des conseils pour la rentrée, parce que c'est ça aussi leur actualité à eux. Et voilà. Et à Salut l'Info et dans les webinaires, on n'a aucun souci à mettre en commun tout ce qui concerne l'actualité des enfants. J'ajoute juste un mot, je pense qu'on est tous convaincus que l'éducation aux médias, c'est ultra nécessaire, surtout en ce moment. Ce qui est intéressant, c'est que ce mot qui peut faire peur, on entend surtout parler de désinformation des médias, il peut se faire sur une quantité de formats, des podcasts, des webinaires, des quiz interactifs, des classes à distance. Et en fait, plus on mettra des mains et des outils à disposition des enfants, mais aussi des enseignants qui sont parfois très démunis. Et là, on est hyper fiers d'avoir fait un projet à la fois avec Astrapi, Okapi et France Info pour aider aussi les enseignants à réussir à décrypter les images, le vrai du faux, et à aider à cette éducation collective. On a tous un rôle à jouer, donc vraiment, nous on le fait, mais faites-le aussi avec nous, pensez-y. Les enfants, ce sont nos citoyens de demain, et ça, on ne doit pas se louper sur ce sujet-là. Merci. La photo, exactement, bravo. Eh oui, on entend, on retient. La photo, en effet, sur scène, ni trop devant, ni trop derrière, dans la lumière. Aucune récompense n'a été attribuée dans la catégorie meilleure déclinaison de la marque média hors événement. On continue donc avec la 4e grande catégorie, meilleure innovation dans l'offre de régie opération spéciale. Petit message à l'attention de vous tous dans la salle, le champagne se rapproche. Je répète, le champagne se rapproche. Dans cette catégorie, le bronze revient à GSK, Starcom, M6 Publicité et M6 Limited pour Les méningites ne préviennent pas. À l'occasion de la semaine de la vaccination en avril 2023, GSK s'est associé au groupe M6 pour sensibiliser sur les dangers de la méningite. En s'appuyant sur la série emblématique Scène de ménage, 2 sketchs mettant en scène les personnages de Fabien et Emma ont ainsi été diffusés au sein du format publicitaire Top Chrono, et un 3e sketch était disponible sur 6play. Félicitations à vous, on peut les applaudir pour ce bronze. Un argent a été attribué à Santé publique France, Dentsu Public et M6 Publicité pour le mois sans tabac, et la France a un incroyable talent. Pour la 8e édition de Mois sans tabac, Santé publique France a lancé un dispositif sous licence La France a un incroyable talent. Éric Antoine a donc invité les téléspectateurs à rejoindre le mouvement et partager ses conseils à travers plusieurs spots diffusés en télé, sur 6play et sur les réseaux sociaux du groupe M6. Et pour renforcer l'engagement, Marion Gagnon a incité les spectateurs à se lancer dans cette aventure des spots publicitaires sur Fun Radio. Bravo à vous, on peut les applaudir pour cet argent. L'or revient à Clear Channel et Remind PhD et Netflix pour le Marquis. Netflix France cherchait à créer son Marquis, un espace permettant de créer une conversation directe avec les fans dans la vraie vie. Au cœur de la capitale, sous la canopée des Halles, les Franciliens ont ainsi pu découvrir un nouveau terrain d'expression dédié à la